Il y a cette situation, je suis sûr qu'on l'a tous vécue au moins une fois. Laquelle? Celle où on est à 2 minutes d'une réunion importante. On a le dossier sous le bras, la main sur la poignée de la porte, et là, soudainement, on se dit « Ah, je vais juste envoyer ce dernier email. Ah oui, le fameux dernier email. » Exactement. Ou alors, pire encore, on regarde son agenda, on voit 2 invitations exactement à la même heure dans 2 bâtiments différents, Et au lieu de dire non à l'une des deux, on essaye de bidouiller. mais c'est ça. On se convainc très sérieusement qu'il est physiquement possible de faire une apparition à la première, de sourire à quelques personnes, puis de piquer un sprint à travers le campus pour faire la deuxième moitié de l'autre réunion. C'est totalement absurde quand on y pense. C'est une illusion d'ubiquité. On a cette conviction profonde qu'on peut tordre les lois de la physique pour absolument tout faire. Ce comportement, ça révèle vraiment une faille structurelle dans notre façon d'aborder nos limites. On opère souvent sous cette fausse prémisse que choisir, c'est perdre. Ouais. On se dit que faire un choix exclusif, c'est se amputer d'une opportunité, quoi. Et du coup, la stratégie par défaut, ça devient l'évitement. On essaye de ne pas choisir. On empile. Voilà, on empile les engagements les uns sur les autres en espérant que la structure tienne bon. Sauf qu'elle ne tient jamais. Et c'est exactement ce qui nous amène au cœur de notre exploration d'aujourd'hui. Dans la continuité de notre plongée dans la philosophie de l'essentialisme, après avoir vu que tout n'a pas la même importance, aujourd'hui on s'attaque au problème central. Le fameux compromis. Le fait de choisir ces problèmes devient le raccourci vers la réussite. Parce que si on prolonge l'idée que tout ne se vaut pas, on se heurte à un mur de béton, l'obligation absolue de renoncer. C'est ça. Et je suis convaincue qu'il faut voir la mécanique du compromis autrement. C'est pas une punition de l'univers, hein. C'est juste de l'allocation de ressources pures. Du temps, de l'énergie. Du temps, de l'argent, de l'attention. Ce sont des ressources finies. Et quand on refuse de choisir consciemment, la réalité finit par appliquer ce compromis à notre place. C'est les circonstances qui tranchent. Exact. L'épuisement tranche. Et généralement, quand l'urgence choisit pour nous, c'est jamais à notre avantage. C'est clair. Et pour bien comprendre l'ampleur des dégâts, il ne faut pas juste regarder nos petits agendas ou nos boîtes mail. Les sources qu'on analyse montrent que ça détruit littéralement des empires financiers. L'exemple de l'aviation est génial pour illustrer ça. Ah, Southwest Airlines. Si on demande aux gens quelle entreprise a eu le meilleur retour sur investissement entre les années 70 et les années 2000, tout le monde pense à la Silicon Valley. Genre Intel ou Microsoft. Ouais, ou IBM. Mais non, c'est Southwest Airlines, une compagnie aérienne, dans un secteur qui est connu pour ses faillites à répétition et sa rentabilité catastrophique. Et leur longévité, elle ne repose pas sur une technologie secrète, hein. C'est une compréhension brutale du compromis. Herb Kelleher, leur dirigeant de l'époque, il n'a jamais cherché à plaire à tout le monde. Il a organisé toute sa boîte autour de renoncements majeurs. Pas de repas chauds, Pas d'attribution de siège non plus. pas de première classe, pas de correspondance compliquée, uniquement des vols courts. Chaque décision était conçue pour servir une seule métrique. Garder les coûts au plus bas. Exactement. Pour offrir des billets ultra compétitifs. C'est d'une pureté stratégique ouf. Et ce qui est croustillant, c'est la réaction des concurrents. Continental Airlines a vu Southwest faire des profits records. Et en salle de conseil, ils se sont dit « Bon, on veut cette marge ». Et là, c'est le drame. Ils lancent Continental Light. Sur le papier, l'idée semblait bonne, on baisse les tarifs, on enlève les repas sur certains vols pour imiter Southwest. Sauf qu'ils ont refusé de toucher à leur modèle classique. Ils ont gardé les vols traditionnels, le service complet, tout en essayant de faire du low cost au sein de la même boîte. C'est ce qu'on appelle essayer de manger à tous les râtiers. C'est un peu comme si t'essayais de suivre un régime super strict en commandant une salade sans vinaigrette, mais que tu piochais frénétiquement dans les frites de ton voisin de table. Ah c'est sûr. Tu n'as ni la perte de poids du régime, ni le plaisir d'un bon burger. Tu n'as que la frustration. Et Continental a perdu des centaines de millions de dollars avec ça. Le PDG a sauté. Ouais. Mais je me demande, ils avaient les meilleurs consultants du monde, non? C'était mathématiquement intenable. Pourquoi ils ont fait ça? C'est juste de l'arrogance? L'arrogance joue, c'est sûr. Mais en théorie stratégique, on appelle ça une stratégie à cheval ou une position hybride. D'accord. Et en fait, c'est lié à une terreur psychologique profonde. Vouloir garder la sécurité de sa position d'origine, tout en essayant d'absorber les avantages du nouveau modèle. Pour ne pas froisser la clientèle historique. C'est ça, faire un vrai compromis, ça aurait signifié dire à leurs clients très rentables
Bon, on ne fait plus de service premium, allez voir ailleurs. Ah oui, ça demande du courage. Un courage identitaire féroce même. Dire on peut offrir les deux, c'était juste une échappatoire pour fuir la douleur immédiate d'une décision qui divise. Sauf que ça crée des frictions internes massives. Le marketing vend du premium, les opérations coupent les coûts, et au final, la qualité s'effondre partout. On perd sur les deux tableaux. Et ce qui fait peur, c'est que si des conseils d'administration entiers, avec des armées d'analystes, tombent dans le panneau, Nous aussi au quotidien. grave. À notre échelle individuelle, on opère tous comme les dirigeants de Continental Light. On transforme notre ambition en un manuel pour le surmenage. Totalement. Le mécanisme se reproduit dans nos bureaux tous les jours. L'étude de cas sur l'équipe informatique, dans nos sources, elle est parfaite pour illustrer ça. Ah oui, la manager avec ses 18 projets. Ouais. On lui demande d'identifier formellement 5 priorités absolues pour l'année, parmi ces 18 projets. Un exercice d'allocation hyper classique. Elle passe des semaines à consulter ses équipes, à faire des réunions, et elle revient avec une liste de 17 projets. C'est tragique et absurde en même temps. L'effort pour éliminer un seul projet a dû être immense. Et le pire, c'est que c'est un suicide opérationnel. Bah oui, parce que si tu as le budget et l'attention pour 5 projets, et que tu dilues tout ça sur 17 initiatives, la conclusion est courée d'avance. Tu n'en finis aucune ou alors tout est médiocre. C'est le principe d'avancer d'un millimètre dans un million de directions. On a l'illusion de la vitesse, mais on fait du surplace, quoi. Et le truc, c'est que sa logique partait d'une bonne intention. Elle se disait qu'en faisant un effort, il pouvait tout accomplir sans décevoir personne. Sauf qu'en refusant de décevoir les gens à court terme. Elle a garanti l'échec de tout son portefeuille, ouais. Le compromis qu'elle n'a pas fait de façon stratégique, la réalité s'en est chargée avec des délais explosés. C'est ce fameux compromis par défaut. Et ça s'infiltre super vite dans la vie personnelle aussi. Ah oui. Il y a l'histoire d'Erin Callan, ancienne directrice financière de Lehman Brothers. On parle d'une femme d'une intelligence exceptionnelle. Absolument. Et dans cette tribune, elle explique qu'elle ne s'est jamais levée un matin en se disant « Bon, aujourd'hui, je vais détruire ma vie privée pour monter en grade ». Ça se passe jamais comme ça. Ça a commencé par une minuscule concession. Juste prendre 30 minutes un dimanche après-midi pour nettoyer sa boîte mail et préparer le lundi. Le cerveau rationalise très bien ça. On se dit que ça va baisser l'anxiété du lundi matin. C'est un bon calcul à court terme, mais le travail prend toute la place qu'on lui laisse. Les 30 minutes sont devenues 2 heures, puis une matinée entière. Et de compromis en compromis, le dimanche est devenu un jour de bureau comme les autres. Complètement évaporé. C'est ce qu'on appelle l'érosion des limites. L'absence de choix conscient, c'est laisser son environnement dicter sa conduite. Elle n'a pas signé un contrat pour renoncer à ses week-ends, elle a juste cessé de défendre cet espace, quoi. C'est fou. Et le piège cognitif, c'est que face à une demande, les profils non essentialistes se demandent toujours comment je peux caler ça en plus du reste. Au lieu de se demander ce qu'ils doivent retirer. Exactement. Et ça pousse à faire des optimisations microscopiques, à rogner sur le sommeil, sur les relations, jusqu'à se retrouver dans une vie très douloureuse qu'on n'aurait jamais acceptée le premier jour. On retrouve ça à l'échelle des entreprises aussi. Il y a ce PDG de la Silicon Valley qui dévoile les valeurs de sa boîte et qui dit, le plus sérieusement du monde, « Nous valorisons avec la même intensité la passion, l'innovation permanente, l'exécution implacable et le leadership empathique. » Ça fait bien sur une plaquette marketing, hein. Mais c'est vide de sens. Si l'innovation pure, qui implique d'accepter l'échec, est au même niveau que l'exécution implacable, qui exige du zéro défaut. C'est schizophrène, ouais. Totalement. C'est oublier que le mot priorité, historiquement, c'est un mot singulier. Pendant des siècles, il n'y avait qu'une seule priorité. C'est la chose qui venait avant tout le reste. C'est ça. Et au XXe siècle, on a tordu le concept pour inventer les priorités. Mais je me pose une question. On sait tous qu'une journée fait 24 heures. On ne peut pas diviser son énergie à l'infini. Non. Alors, pourquoi des esprits analytiques brillants s'entêtent là-dedans? C'est la peur de rater une opportunité, le FOMO qui nous rend aveugles. C'est vraiment l'intersection entre nos biais cognitifs et la façon dont le monde pro est conçu aujourd'hui. C'est pas un manque d'intelligence. C'est quoi alors? C'est une adaptation à un environnement toxique. Aujourd'hui, dire oui à un projet, ça te fait passer pour un joueur d'équipe, dynamique. C'est gratifiant pour l'ego. Ah, la gratification immédiate. Ouais. Alors que dire non, même si c'est la seule décision rationnelle, ça crée une friction sociale instantanée. C'est hyper inconfortable de décevoir un collègue en face à face. Donc pour éviter une seconde de gêne sociale, on s'engage pour des mois de surcharge. C'est exactement ça. Et avec la culture de l'hyperproductivité, on internalise le mythe du « on peut tout avoir ». Et quand on n'y arrive pas, on s'auto-flagelle. On se dit qu'on manque d'optimisation. Alors que l'équation de départ est insoluble. Voilà, on s'épuise à chercher une solution magique. C'est un cercle vicieux, quoi.
Prendre conscience que l'approche tout faire est vouée à l'échec, c'est la première étape. Il faut changer de regard sur le compromis, ne plus le voir comme une amputation, mais comme un outil de libération. L'économiste Thomas Sowell a une citation très brutale, mais parfaite là-dessus. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de solution, il n'y a que des compromis. C'est le fondement de la pensée claire, ça. Arrêtez de chercher la solution magique qui préserve tout. Et regardez la réalité en face. L'anecdote sur Peter Drucker et Jim Collins l'illustre super bien. Ah oui, Drucker, le père du management moderne. C'est ça. Au début de la carrière de Collins, Drucker lui fait un avertissement. Il lui dit « Tu peux construire une grande boîte de conseil avec plein d'employés, ou bien tu peux développer de grandes idées. Mais pas les deux. Pas les deux. Tenter les deux garantit de rater les deux. » Et dans la culture américaine, où on vénère la croissance à tout prix, la décision de Collins est dingue. Il a choisi les idées. Et il a limité son entreprise à 3 employés. Juste 3. Imagine la pression qu'il a dû repousser. Les offres d'association, l'expansion. Mais en refusant de se disperser dans la gestion de ressources humaines ou d'immobilier, il a libéré une charge mentale colossale. Et le résultat, c'est des livres comme De la performance à l'excellence qui se sont vendus à des dizaines de millions d'exemplaires. Son impact est astronomique parce qu'il a accepté de ne pas être un PDG classique. C'est ça l'essentialisme. Il ne pleure pas sur ce qu'il a perdu, il fixe son regard sur l'objectif. Et ça marche aussi dans la sphère privée. C'est-à-dire, On a l'exemple de ces parents qui ont pris le contre-pied de l'éducation moderne hyper compétitive. ceux qui ont arrêté de charger l'agenda de leur enfant avec 1000 activités. Ouais, fini le violon, le mandarin et la natation en même temps. Ils ont identifié le vrai centre d'intérêt de leur fils et ont tout supprimé autour, pour qu'il s'y consacre à fond. Et ça a payé, il est entré à Harvard. Exact. Un autre cas, c'est ce couple qui a refusé toutes les invitations au comité de quartier aux assos locales. Pas par rejet des autres, j'imagine. Non, par choix stratégique. Ils ont calculé que leur soirée devait servir à construire une amitié profonde avec leurs enfants pendant qu'ils grandissaient. C'est passé d'une posture de victime de son agenda à celle de créateur. C'est exactement ça. Se demander parmi tous ces problèmes, lequel je choisis activement de résoudre. Ça me fait penser au buffet à volonté. Ah oui, la fameuse métaphore? Bah oui, quand tu as des dizaines d'options, le piège c'est de vouloir tout rentabiliser. Tu mets des sushis à côté de la choucroute et du gâteau au chocolat dans la même assiette. Miam. La sauce détrempe tout, c'est une montagne chaotique et au final c'est juste écœurant. Alors que l'essentialiste, lui, il observe le buffet, il accepte de faire le deuil de 95% des plats et il choisit les 3 trucs qui vont vraiment lui faire plaisir. L'expérience devient mémorable. Mais bon, le buffet c'est sans conséquence. Dans une carrière, choisir une seule voie, ça implique de tout miser dessus. C'est terrifiant. Comment on gère l'angoisse vertigineuse de faire le mauvais choix, de sacrifier des trucs valables pour s'engager dans une impasse? Cette peur de se tromper, c'est notre plus gros frein. Mais l'essentialisme, c'est pas agir sur un coup de tête. En fait, l'essentialiste passe beaucoup plus de temps à explorer et analyser les options que les autres. Parce qu'il sait que son oui va coûter cher. Exactement. Il mène l'enquête, il évalue les coûts cachés, alors que le non-essentialiste s'engage dans plein de trucs superficiellement en se disant « on verra bien ». D'accord. Et pour l'angoisse de l'erreur, la douleur de se tromper de direction est réelle. Mais la douleur de n'aller nulle part parce qu'on refuse de choisir, c'est une certitude absolue. Il vaut mieux assumer un choix imparfait et ajuster le tir, plutôt que de se disperser et de pourrir à petit feu. C'est ça. Le temps qu'on ne gaspille pas à courir partout, on le réinvestit pour trouver la bonne direction. Tout ça nous amène à une réflexion finale assez provocatrice, je trouve. Vas-y. On parle tout le temps de stress aujourd'hui. On accuse le volume d'heures, la technologie, les notifications. Mais en lisant nos sources, je me dis, et si la vraie source de cette angoisse quotidienne, de cet étouffement, c'était juste le fantôme d'un compromis qu'on refuse de faire? C'est un recadrage fascinant. La plupart de nos frustrations, cette impression d'être toujours en retard, ce sont juste les symptômes d'une décision difficile qu'on repousse. Ouais. Mais faire un compromis exigeant, c'est accepter un inconfort social pendant quelques heures. Refuser de choisir, c'est s'infliger une anxiété latente qui va durer des années. C'est ça. Faire le choix difficile aujourd'hui, par conception, pour s'éviter 1000 petits compromis douloureux par défaut quand on est vulnérable. Accepter la douleur courte pour éviter la douleur chronique. Redevenir l'architecte de son attention. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.